Bonjour. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale Covid-19. C'est pas fini. Aujourd'hui, tout le monde entend, tout le monde a l'impression. On voit les vacanciers comme quoi presque tout est fini. On vous parle de mesures de sécurité plus ou moins respectées. Donc, on va faire un plateau avec Madame Cécile Bigot de Kayser, préfète des Landes. Bonjour. Bonjour. On a sur le plateau des médecins spécialistes de la maladie. Donc, on a Elsa Niamankoli de Dax, de l'hôpital de Dax, et Gabriela Iles, qui est médecin aussi, mais à l'hôpital de Mont-de-Marsan, qui nous expliquera et qui essaiera de vous faire prendre conscience que, comme c'est invisible, mais il est là. Hein. Et on a Monsieur Christian Lafont, qui est le président du MEDEF, qui est là pour expliquer aussi les conséquences économiques que ça peut engendrer si ça repartait et si un confinement revenait, parce qu'aujourd'hui, les entreprises... C'est difficile et donc il va falloir faire attention que ça aille pas plus loin. Donc on va démarrer par Madame la préfète. Bonjour. Vous allez nous expliquer un peu justement le rôle de l'État, puisque vous êtes le représentant de l'État et que vous appliquez les consignes du président de la République et du ministère. Et justement, quelles sont les difficultés dans cette situation aujourd'hui par rapport à tous ces gens qui ne comprennent pas l'importance de respecter les gestes barrières, je dirais, qui est la première étape de contrer cette maladie, ce virus plutôt. Alors, le rôle de l'État dans le département, il est double. D'une part, avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui est en première ligne sur tous les aspects directement liés à la santé et aux questions médicales, c'est de mettre en œuvre toutes les dispositions qui permettent de freiner la circulation du virus. Le deuxième volet, c'est de venir en appui de tout le secteur économique et de toutes les personnes qui se retrouvent en difficulté, parce que la présence du virus sur le territoire français, cette pandémie du Covid-19 a emporté des conséquences économiques et sociales extrêmement difficile. Donc c'est vraiment sur les deux aspects que le gouvernement intervient et sur les deux aspects que la préfecture, avec l'ARS, intervient. Sur le premier aspect, peut-être sur l'aspect santé, un point pour répondre à votre question de la nécessité de respect des gestes barrières. Un point sur l'état de la contamination dans le département. Mesdames les médecins le préciseront évidemment de façon plus détaillée la situation. Nous avons la chance dans les Landes d'avoir un département qui est moins impacté par le virus que d'autres parties du territoire français. Pour autant, le virus est là. L'ARS a organisé avec nous de grandes opérations de dépistage auprès du grand public. Il y a presque 8000 tests qui ont été réalisés depuis la mi-juin dans plusieurs communautés de communes du département. Les Landes d'Armagnac, Aire-sur-Adour, les Grands Lacs, Max. En ce moment, à Biscarrosse-Plage et à Mimizan, près de 8000 tests réalisés. 50 personnes, à peu près, une cinquantaine de personnes détectées positives dans ce cadre-là. Et puis, au-delà de ces opérations grand public, il y a eu d'autres dépistages à l'initiative de personnes elles-mêmes qui ne se sentaient pas très bien ou détectées à l'occasion dans des saisonniers agricoles, chez telle ou telle personne, des rassemblements familiaux. Au bout du compte, un nombre de personnes contaminées pas très important au regard de l'ensemble des tests qui ont été réalisés, mais un nombre de personnes contaminées qui n'est pas nul. Donc le virus est là. Et si on veut éviter qu'il ne se diffuse, que la contamination reprenne, et on voit qu'en ce moment sur le territoire national, elle est en train de progresser, il faut respecter les gestes barrières. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut porter le masque à chaque fois que c'est obligatoire ou que c'est nécessaire parce que les distances ne peuvent pas être respectées. C'est quelque chose de très important. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame la préfète pour justement au niveau médecin. Cette incompréhension, parce que si moi j'écoute 8000 tests, 50 cas, je vais dire, bon, c'est pas grave. Pourquoi justement il faut prendre ce chiffre en disant c'est 52 trop et pas 7950 pas assez, quoi?
Dans la mesure où une personne peut en contaminer d'autres, puisqu'on a le risque de reproduction qui est quand même si il est moins élevé que dans notre région, qui est toujours aux alentours de 1, si je ne me trompe pas, dans notre région, donc une personne peut en contaminer une autre. Et donc finalement, la chaîne de transmission peut être très facile à l'occasion de rassemblements, de fêtes familiales. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, même si c'est 50 cas, c'est des personnes qui peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes et donc étendre la chaîne de transmission. D'où l'importance du contact tracing réalisé par l'ARS, c'est-à-dire repérer les cas de contact d'une personne confirmée pour essayer de contenir, tant que faire se peut, l'épidémie. S'il n'y avait pas tout ce dispositif-là, on risquerait d'étendre l'épidémie à l'ensemble du département, de la région. Voilà. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui... 50, c'est pas zéro. Et donc à ce moment-là, il faut être quand même vigilant parce que les personnes sont contagieuses et c'est 50 de trop. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le résultat du travail qui est fait sur le terrain par ces gestes barrières, qu'on n'en est que 50? Est-ce que pour vous, c'est vraiment le résultat du travail fait par les hôpitaux, par les entreprises, par le gouvernement, qui permet d'avoir ce chiffre relativement faible? Alors d'abord, une précision sur ce chiffre. Une cinquantaine, c'est pas 50 piles, une cinquantaine de cas, un peu plus, ce sont les cas qui sont ressortis des opérations de dépistage grand public. Mais il y en a eu d'autres par ailleurs. On est plutôt à quelques centaines de cas au total sur le département. Ça n'est pas que 50, c'est plus que cela. Et d'ailleurs, depuis la fin de la semaine dernière, on voit que des personnes qui ont dû ressentir quelques symptômes sont allées se faire tester en dehors des opérations de grand public, sont allées chez leur médecin, elles sont allées dans un laboratoire se faire tester, et on a depuis la fin de la semaine dernière un peu plus de cas en dehors des opérations grand public qui sont mis en évidence plus que auparavant. Donc ces cas supplémentaires, en tout cas c'est un point d'alerte, c'est un point de vigilance. On va voir si c'est ponctuel ou si on s'inscrit dans la tendance nationale. Mais voilà, je veux corriger ce chiffre de 50 qui n'est partiel. Oui, c'est par rapport au dépistage public. Voilà. Mais il y a plein d'autres dépistages. Mais il y a d'autres dépistages par ailleurs. Des cas. Absolument, absolument. Les gestes barrières, ils sont absolument fondamentaux. Ce qui est vrai, c'est que depuis le début dans ce département, on est moins impacté qu'à d'autres endroits. Plus les personnes qui sont ici, que ce soit les Landais ou les gens qui sont en vacances ici, respecteront le geste barrière, porteront le masque à chaque fois que c'est obligatoire, porteront le masque à chaque fois qu'ils ne peuvent pas respecter la distance physique et respecteront cette distance dans tous les autres cas, plus on permettra à ce territoire de rester moins impacté que d'autres. C'est extrêmement important. Alors, je vais en rebondir. On parlera peut-être des événements plus tard, si vous le souhaitez. Voilà, on va y revenir. Je vais le faire dans l'ordre un peu que j'avais prévu. J'ai préparé. Là, c'est justement d'expliquer au niveau médical cette notion de geste barrière, mettre un masque. Pourquoi se laver les mains? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et là on rebondira après avec M. Lafont, c'est que tout ça, ça a un coût économique pour les entreprises, ça a un coût dans le fait où vous êtes obligé, vous, de choisir quels événements vous autorisez, quels événements vous autorisez pas. Il y a quand même toute une démarche derrière qui dépend directement de la méthodologie. Donc expliquez-nous pourquoi, quand je sors aujourd'hui pour aller me promener dans la rue, il faut que j'ai un masque. Moi, je vais peut-être d'abord commencer par expliquer pourquoi ces mesures barrières ont été décidées, dans la mesure où le virus se transmet de deux manières, peut-être trois, et donc du coup ça impacte sur toutes les mesures qu'on va prendre derrière. Donc le coronavirus, c'est un petit virus qui a plutôt un tropisme, on va dire ORL, donc les voies respiratoires supérieures et également les voies respiratoires inférieures. On se contamine de plusieurs manières. Il y a une transmission via des gouttelettes. Donc, quand une personne éternue, il y a des grosses gouttelettes qui disséminent en fait dans son environnement immédiat et qui ne vont pas au-delà d'1 mètre. Donc là, on est déjà sur le 1 mètre de distanciation physique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une transmission par voie aérienne. À ce moment-là, c'est des gouttelettes qui sont aérosolisées en fait dans l'environnement, des micro-gouttelettes qui sont inférieures
à 5 microns, donc c'est vraiment très petit, et qui peuvent être du coup disséminés par des flux d'air et qui restent un petit peu plus longtemps dans l'environnement en suspension. Et donc tout ça, ça va conditionner le type de masque qu'on va devoir porter et la distanciation physique. Donc je disais, sur les gouttelettes, on est sur du 1 mètre, et en plus de ça, ces gouttelettes vont aussi contaminer des surfaces, et ces surfaces qu'on va toucher peuvent indirectement aussi nous contaminer quand on vient porter par exemple la main au niveau des voies respiratoires supérieures. Voilà, donc de savoir comment le virus se transmet, finalement, ça va nous permettre de comprendre toutes les mesures barrières qui ont été installées, et en toute logique finalement. Voilà. Parce qu'une autre spécificité, si j'ai bien compris le virus, c'est que je peux l'avoir, il ne me fait rien, mais je peux contaminer quelqu'un d'autre. C'est une réalité, ça, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu. C'est-à-dire que moi, je pourrais, par exemple, avoir le virus, il ne me fait rien, mais si je tousse, il va vous contaminer. C'est une réalité ou pas? Effectivement, il peut y avoir, donc dans maladies infectieuses, on peut avoir une contamination, une contagiosité, même avant d'avoir les signes cliniques. Et ce n'est pas le cas que pour le coronavirus, mais même pour d'autres virus, même pour la tuberculose par exemple. Mais c'est vrai qu'une personne qui est asymptomatique, elle va sécréter un peu moins de virus, mais elle va sécréter quand même. Le danger vient du fait qu'elle ne se sent pas malade, donc elle ne va pas prendre justement ces mesures de protection pour protéger les autres. Et ça dépend aussi de votre âge, de votre problème de santé. Vous pouvez avoir un système immunitaire très fort, donc qui lutte très bien contre le virus, et vous n'avez pas de symptômes. Mais vous pouvez être contagieux. Il faut savoir aussi que ce qui est important, en général, en maladie infectieuse, c'est quand vous entrez en contact avec un virus ou une bactérie, ce qui est important, c'est la dose que vous allez recevoir, la dose qui va être projetée vers vous. Parce que si vous avez une petite quantité de virus, votre système immunitaire va être capable mieux pour vous protéger. Lutter contre la maladie. Mais si vous recevez des grosses gouttelettes ou une quantité très importante, et notamment de manière très répétée et régulière, ce qui est arrivé pour nos médecins qui sont tombés malades, d'ailleurs du Covid, vous risquez effectivement de faire la maladie. Donc certes, vous pouvez quand même transmettre si vous êtes asymptomatique. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, ça peut changer, et on ne peut pas faire des mesures personnalisées pour tout le monde. Donc dans la population générale, tout le monde doit respecter ces règles-là, qu'on va détailler d'ailleurs sur le port de masque. C'est ce qu'on va regarder. Donc si j'ai bien compris, finalement, les gestes barrières, ce n'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Alors les deux, c'est-à-dire on protège essentiellement les autres, l'entourage, mais si chacun protège l'autre, finalement, on est nous aussi protégés. Après, les mesures barrières nous protègent aussi, en certaines mesures, si vous voulez, en fonction du type de masque qu'on va recevoir. Et je vais expliquer juste après. Alors, allez-y, avant, je vais rebondir. On gardera M. Lafont un peu pour les mauvais côtés, parce que les entreprises souffrent, et on reviendra enfin au milieu du débat. Je pense que d'abord, on va faire la médecine. Comment, justement, le gouvernement, par rapport à ça, peut aider la médecine, la santé à bien appliquer tout ça, justement? Comment votre rôle et votre relation avec la médecine? Alors, d'abord, la première chose, c'est que toute l'action menée par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie, elle se décline sur le territoire, dans les actions portées par les préfectures, dans les actions portées par l'Agence régionale de santé, la délégation départementale des Landes, et nous travaillons toujours ensemble. D'ailleurs, moi, je suis en relation plusieurs fois par jour, tous les jours, plusieurs fois par jour, avec Didier Couteau, le délégué départemental de l'ARS dans le département, et c'est vraiment une action conjointe que nous conduisons de façon à agir ensemble, de façon cohérente, coordonnée sur tous les volets de cette pandémie, depuis les aspects médicaux qui sont en plein dans le champ de l'ARS, jusqu'aux aspects économiques qui sont complètement pilotés par la préfecture, en passant par des opérations de dépistage grand public pouvant aller jusqu'à l'organisation du confinement de personnes qui ne sont pas dans des logements qui leur permettent d'être confinés chez eux, que nous menons ensemble. Donc c'est vraiment une action coordonnée. Après, pour prendre un exemple particulier que vous évoquiez tout à l'heure, la question de l'encadrement des événements, des rassemblements, parce que c'est quelque chose que nous que nous faisons pour éviter la propagation du virus. Il y a des événements qui peuvent être organisés de façon à ce que les distances physiques entre personnes sont respectées.
par exemple, un événement sportif, une course landaise dans les arènes, il y a des tribunes. Ça peut s'organiser parce que les spectateurs peuvent s'installer, rester assis, avoir de la distance entre eux. Et voilà, la distance est respectée. Et lorsque les gens circulent, lorsqu'ils accèdent à leur place, lorsqu'ils repartent, ils ont le masque. Et chacun fait attention à mettre le masque quand on bouge, à garder les distances de sécurité dans tous les autres cas. Et puis il y a d'autres événements, typiquement les fêtes de la Madeleine, les férias de Dax ou toutes ces autres fêtes où le principe même de la fête, c'est d'être très nombreux ensemble, et les organisateurs dans ce cas-là ne peuvent pas garantir qu'il y aura le respect des gestes barrières, que le masque sera porté quand il n'y aura pas de distance physique qui pourra être respectée, que la distance physique ne peut pas être respectée à chaque fois. Ces événements-là, on ne peut pas les autoriser. Clairement, on ne peut pas les autoriser. Et là, on va rentrer finalement sur le rôle de M. Lafont, où justement, ça a des conséquences énormes sur les entreprises. Et aujourd'hui, comment on peut trouver cet équilibre entre respecter les gestes barrières, respecter les décisions que vous prenez, et l'économie, parce que quand il n'y a pas les férias de Dax, puisque vous preniez cet exemple, ou les fêtes de la Madeleine, c'est toute une économie autour qui fonctionne. Donc comment on fait, comment vous intervenez pour essayer d'aider économiquement? Parce que quelle est presque la première question, c'est quel est l'état de l'économie landaise aujourd'hui? Là, j'ai 2 personnes pour me répondre. On va laisser M. Lafont qui ne s'est pas exprimé le premier, et je pense que vous aurez des choses à nous dire. Merci pour votre question. Juste avant aussi, je voudrais vous parler du plan sanitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont eu une obligation de répondre à des protocoles de déconfinement. Il faut le savoir, quoi. D'abord, la première des choses, sur le plan de prévention, les entreprises ont eu une obligation de réaliser leur document unique spécifique à ce risque Covid à l'intérieur de leur société. Et ensuite, en fonction de chaque secteur d'activité, il y a eu des protocoles de déconfinement dont les sociétés ont été obligées d'appliquer. Donc, je le dis parce que les chefs d'entreprise ne sont pas insensibles à la sécurité et à la santé, bien évidemment, de leurs collaborateurs. Et ils ne sont pas insensibles, et de surcroît, quand même, ça leur est imposé, ça leur est obligé, quoi. Donc ça, c'est la première des choses, et effectivement, et on voit à travers l'ensemble des sociétés, peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille, que l'ensemble des protocoles de déconfinement sont tous respectés. Je voudrais juste le préciser. Concernant la partie économique, puisqu'on en parlait, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est l'état des lieux fin juillet. Donc à ce titre, j'ai consulté certains présidents des différentes branches d'activité, certains présidents de différentes fédérations, et effectivement, globalement, alors tout dépend des secteurs d'activité, mais je vais vous les détailler en quelques minutes. Bon, c'est une année extrêmement compliquée. Au mois de juin, l'économie est bien repartie, il faut le dire. L'économie est bien repartie, il y a eu 3 mois de confinement, les gens en avaient assez, les gens voulaient sortir, et les gens ont consommé au mois de juin. Ne consomment plus au mois de juillet. Une fois qu'ils ont consommé au mois de juin, on a une perte d'activité importante sur le mois de juillet. Sur le mois de juillet, ce qui fonctionne chez nous, essentiellement, c'est la partie du tourisme. La partie du tourisme, alors elle est scindée en plusieurs parties. Vous parliez tout à l'heure des événements majeurs, comme l'ensemble des férias. Aucune feria, je vous rappelle que depuis avant Pâques, aucun événement n'est organisé, c'est-à-dire que les braderies d'Ossegour, vous savez, ces fameuses braderies dites de Rip Curl, ont été annulées. Donc c'est un gros coût financier que vont subir l'ensemble de tous ces commerçants de cette zone de Pays de Berre. Mais dès lors que vous faites un événement, il y a toute une série de sociétés satellites qui travaillent grâce à ces événements et qui génèrent entre 60 et 80% de leur chiffre d'affaires. Je prends le cas par exemple des cafetiers. Mais je prends aussi le cas des fournisseurs, bien évidemment, de cafetiers. Je suis dans le secteur de la sécurité. Le secteur de la sécurité souffre d'un manque d'événements. Et je peux vous dire tout un tas d'autres sociétés satellites qui travaillent autour, bien évidemment, de l'ensemble de ces événements, comme les autocaristes, vous voyez, qui me viennent à l'esprit, quoi. Il n'y a pas que les gros événements, il y a aussi tous les sites touristiques. Je prends le cas des hôtels. Les hôtels front de mer ont une perte de chiffre d'affaires d'environ 25 à 30%. Ceux des terres perdent à peu près 40% de leur chiffre d'affaires.
Le thermalisme perd à peu près entre 50 et 60% de leur chiffre d'affaires, au moins le thermalisme. Certains mêmes établissements n'ont pas pu reprendre. Je prends le cas des campings, ceux des fronts de mer dans les campings, ils perdent en moyenne, ceux des fronts de mer, parce qu'il y a encore une différence avec ceux qui sont dans les terres, et quand je parle des terres, c'est 15 km, pas plus du front de mer, mais ceux des fronts de mer perdent aujourd'hui à peu près 30-35% de leur chiffre d'affaires. Ceux des fronts de mer ceux dans les terres, perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez l'impact que ça a sur le secteur du tourisme. Quand on parle de cet impact, on ne peut pas parler que d'un impact économique. Parce qu'à travers cet impact économique, il y a un impact bien évidemment social derrière. Donc c'est toute cette globalité qu'il faut que l'on comprenne et que l'on prenne en considération. D'autres secteurs d'activité vont un peu mieux, faut-il avouer, et je prends par exemple le cas de l'agroalimentaire qui a réussi à tirer son épingle du jeu durant le Covid. Mais par contre souffre d'un manque de recrutement. Vous voyez, donc chacun là-dessus a porté sa croix, quoi. Je prends le cas de l'industrie chimique ou l'industrie pétrochimique. Aujourd'hui, si pareil, ils ont réussi à passer le cas du Covid en France, ils sont impactés par le Covid des États-Unis. Donc il y a beaucoup de sociétés implantées dans les Landes, travaillent en collaboration ou appartiennent eux-mêmes à des groupes américains. Et donc c'est extrêmement compliqué, quoi. Comment l'État va intervenir, comment vous pouvez aider ces gens-là, justement? C'est pas l'État va intervenir, l'État est déjà intervenu. L'État est déjà intervenu. Je crois qu'on peut dire que vraiment l'État a été, est et va être encore extrêmement présent en appui à tout le secteur économique et en aide aussi aux personnes qui sont dans des situations de précarité. Parce que le président Lafont a tout à fait raison de souligner que la crise du Covid a entraîné des conséquences économiques majeures, mais également des conséquences sociales très très difficiles. Pour ce qui est de l'appui aux entreprises, l'État est intervenu et va continuer à intervenir de plusieurs manières. Je crois que l'élément le plus important, aussi bien financièrement, en termes de soutien financier qu'en termes de nature de l'action, ça a été la mesure d'activité partielle. C'est-à-dire que l'État, à travers un dispositif d'activité partielle, a pris en charge le paiement des salaires. Pendant toute la période de confinement où les entreprises se sont arrêtées, puis le déconfinement progressif où l'activité a repris, mais progressivement et plus ou moins bien selon les secteurs, comme l'a dit le président Lafont, l'État, à travers l'activité partielle, a payé les salaires à la place des entreprises, en fait. Chaque fois que les entreprises ont demandé l'autorisation de mettre en place un dispositif, elles ont payé les salaires et l'État l'a remboursé. Et ce dispositif va se prolonger encore en étant un petit peu aménagé dans le cadre d'un dispositif d'activité partielle de longue durée, de façon à ce qu'il n'y ait pas un arrêt brutal. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important. À ce stade, dans le département, c'est 8000 entreprises pour près de 60 000 salariés qui ont bénéficié de 65 millions d'euros. Et puis il y a un dispositif aussi de fonds de solidarité pour les micro-entreprises, les travailleurs indépendants, les professions libérales, qui là aussi vient accompagner financièrement ces toutes petites entreprises qui doivent également être aidées. 12 300 entreprises, 37 millions d'euros. Donc ça, c'est de la subvention directe. En plus de ça, des reports, des exonérations, des remises de charges sociales, de charges d'échéance fiscale aussi, pour à peu près 100 millions d'euros. Et puis des prêts à taux zéro. 450 millions d'euros de prêts contractés, garantis par l'État à taux zéro. Et puis il y a des dispositifs nouveaux supplémentaires qui se mettent en place, de prêts participatifs, de prêts bonifiés, d'avances remboursables, l'activité partielle de longue durée, comme je vous l'ai dit, et des plans spécifiques pour les secteurs les plus en difficulté, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile qui nous concerne moins dans le département, mais vraiment une action extrêmement forte de l'État en accompagnement de tout le secteur économique. Et aussi en accompagnement des personnes, des familles, des jeunes qui sont en situation de grande précarité, parce que la pandémie du Covid a amené les entreprises à devoir arrêter leur activité, ou à la reprendre pour certaines que partiellement.
Et ce sont ceux qui travaillent souvent en intérim ou en CDD qui se sont retrouvés privés de leur emploi. Et ça fait beaucoup de gens qui sont en situation difficile. Donc il y a des aides spécifiques qui ont été octroyées aux familles les plus précaires, celles qui sont les plus en difficulté. Toutes les familles, les personnes bénéficiaires du RSA par exemple, ou tous les jeunes étudiants qui sont boursiers, il y a eu des dispositifs d'aide, plusieurs millions d'euros pour venir en appui à ces familles en situation difficile, à ces jeunes étudiants ou non en situation de précarité. Et puis bien sûr, beaucoup de moyens, tous les moyens ont été amplifiés pour accompagner tous les dispositifs d'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence, les maraudes pour les gens, voilà, les personnes en situation de très très grande précarité. Donc vraiment, il y a une attention très forte de l'État qui a démarré dès le début et qui n'est pas prête de s'arrêter. Et justement, on est dans une période intermédiaire. Alors, on va parler de deux choses. D'abord, je vais rebondir sur les gestes barrières à travers l'entreprise, justement, parce que vous le signalez, il y a eu vraiment un vrai dispositif, une vraie prise de conscience des entreprises pour mettre en place, on le voit quand on va dans les entreprises, les gestes barrières. Pour vous, c'est une fierté que les entreprises aient joué le jeu et soient derrière, justement, participent à leur manière à l'effort et montrent l'exemple? J'avoue que je ne parlerai pas de fierté, quoi. Je dirais que c'est une obligation. C'est une obligation si on veut préserver nos emplois, si on veut préserver notre économie. Vous savez, juste avant le Covid, rappelez-vous, on a été touché par toute une série d'attentats. Et les entreprises ont été obligées de mettre en œuvre dans leur société tout un tas de mesures contre le terrorisme. Ça a eu un coût. Et on l'a fait. Et on se protège. Là, actuellement, on a cette pandémie. Bon, il faut y faire face. On a eu beaucoup de protocoles en fonction de chaque secteur d'activité, des protocoles de déconfinement, et les entreprises l'ont mis en place. L'entreprise est le bon élève, je vais dire, du respect des textes relatifs à la protection des salariés. Vous savez qu'on a une obligation, le chef d'entreprise a une obligation de résultat, n'a pas qu'une obligation de moyens. Donc il a pour obligation de préserver la santé, l'hygiène et la sécurité de ses travailleurs. Sans travailleurs, sans collaborateurs, une entreprise ne travaille pas. Je veux dire, un patron donne le cap, travaille, enfin donne le cap, mais s'il n'a pas ses collaborateurs avec lui, s'il n'a pas des pères et des mères de famille qui le suivent, il ne travaillera pas, il a besoin de lui. Donc il a besoin de préserver leur santé. Donc c'est pour ça que, excusez-moi, mais je ne parlerai pas de fierté. Je dirais que c'est une obligation, d'abord réglementaire, mais c'est une obligation aussi de vie et de survie de nos sociétés. Il faut bien en prendre conscience. Et aucun chef d'entreprise, je ne veux pas dire ne se plaint, parce que tout ça c'est un coût. Hein. Et d'ailleurs, dans ce coût lié à l'ensemble des produits, je prends le produit plexiglas, masque, gel et autres, l'État participe aussi en partie quand même, il faut aussi le souligner, quoi. Mais ça a des coûts, c'est pas anodin, ça a des coûts surtout pour les très grosses sociétés, pour les PME, surtout pour les TPE, quoi. Voilà. Et je termine, hein, mais dans les TPE, c'est là où parfois l'information est peut-être la moins bien circulée, quoi. Donc c'est là où le MEDEF a tout son intérêt d'être proche de l'ensemble de ses adhérents. Et hors adhérents, je peux vous dire, durant le Covid, on a assisté nos adhérents et les non-adhérents. Alors, vous le disiez, Monsieur Lafont, les entreprises ont joué le jeu, justement, des gestes barrières. Donc, on va retourner voir nos médecins qui nous écoutent avec attention. Et justement, expliquez-nous les gestes barrières, le pourquoi, comment il faut fonctionner, comment il faut être peut-être aussi au maximum efficace. Parce que mettre un masque, c'est pas compliqué, mais plus ou moins où, comment. Donc, allez-y, je dirais c'est la minute éducative. Comment bien faire les gestes barrières, parce que je pense que ça peut avoir son importance aussi. Donc effectivement, l'État et également les entreprises ont fait tout ce qu'il faut faire justement pour participer, pour dépasser cette crise. Mais en tant que médecin infectiologue et également médecin de santé publique, je pense que la population entière doit justement prendre part et être responsable. Parce que je vois aujourd'hui, on a un peu deux catégories des personnes, ceux qui ont très très peur, qui sont paniqués, qui se cloîtrent chez eux, qui sortent pas, et on a l'autre côté, surtout des jeunes qui vont aller faire un peu la fête, qui sont en bonne santé et qui ne voient pas vraiment le danger. Donc ils portent le masque parce que c'est obligatoire, mais en fait ils vont pas au fond, ils le portent mal. Surtout ça, ce qui est très important, peu importe le type de masque. Alors il faut savoir que dans le milieu médical, on a l'habitude de porter des masques, c'est pas la pandémie qui nous a fait porter des masques, on a d'autres pathologies, la tuberculose,
tuberculose, on a eu également la grippe aviaire. Donc, on a l'habitude d'avoir différents types de masques. Donc, je vais vous parler très succinctement de 2 types de masques. Donc, celui-là, c'est un masque qu'on appelle chirurgical. C'est un masque qu'on porte effectivement pour protéger les autres. C'est-à-dire, c'est un masque qui va empêcher vos gouttelettes, quand vous éternuez, quand vous parlez très fort ou quand vous toussez, de sortir et contaminer les autres. C'est-à-dire qu'au lieu que quand je tousse, les gouttelettes infectantes vont jusqu'à 1 mètre, elles vont les empêcher. D'accord ? Donc ça protège les autres. Et si chacun protège les autres, tout le monde va être protégé. C'est très important. Alors, c'est un masque dont l'efficacité, elle est contrôlée dans le sens de l'expiration de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord ? Donc, c'est important de le mettre bien. Pourquoi ? Parce que c'est un masque qui n'est pas à 100% sûr, tel qu'on le sait, effectivement. Et pourquoi ? Ce n'est pas le filtre qui pose problème, c'est surtout, en fait, les fuites qu'il y a autour du visage. Donc, je vais le mettre sous le visage. Hop. Voilà. Donc, on le met sous le visage, on met bien les élastiques, il faut bien serrer autour du nez, il faut surtout bien retirer vers l'avant et on arrive à bien respirer. Et il ne faut plus le toucher. Et c'est important, avant qu'on l'utilise, d'utiliser aussi le gel hydroalcoolique. Alors, je vois souvent des gens qui le portent comme ça. Non, là, il n'y a plus de protection. D'accord ? On ne parle même pas de fuite, il n'y a plus de protection. Je vois des gens qui l'enlèvent, qui le remettent, c'est pas bien. Les gens qui ont des lunettes ont trouvé une astuce. Ils mettent, pour mieux respirer, ne pas avoir de la buée, ils le mettent comme ça. Alors, regardez un tout petit peu. Ici, j'ai un gros trou. Donc, ce n'est pas bien non plus. Donc, ce masque-là, s'il est bien porté, on a une bonne sécurité pour empêcher la diffusion des virus et des gouttelettes. S'il est mal porté, on peut avoir jusqu'à 100% de fuite. Donc, c'est comme si c'est inutile. D'accord ? Alors, ce masque-là, c'est essentiellement fait pour protéger les autres, mais également, il nous protège des projections, des gouttelettes des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un m'éternue, mais j'ai un masque, il va protéger mes voies aériennes supérieures, donc le virus qui va être dans les gouttelettes sous mon visage ne pourra pas rentrer parce que j'ai le masque. Mais ça veut dire qu'il faut que je sonde le masque et je nettoie mes mains. Donc ça se reproche le plus de ce qu'on peut avoir comme masque en tissu avec certains filtres et tout. Il est moins efficace, hein, bien sûr, le masque, mais ça empêche que ces gouttelettes partent. Également, comme le fait de tousser ou éternuer dans le bras. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que les mains vont toucher un peu tout. On va tout disséminer sous les surfaces. Avec le coude, justement, on ne va pas ouvrir les portes, on aura moins de contact. Alors, on a beaucoup parlé à un moment donné, oui, on n'a pas des masques de protection respiratoire, les FFP2, FFP3. Donc, c'est des masques comme celui-là. Et c'est des masques qu'on utilise en maladie infectieuse, surtout, par exemple, pour les cas de tuberculose. Pourquoi ? Elles empêchent, en fait, à ce que des micro-gouttelettes très, très fines, qui restent longtemps dans l'air, rentrent dans, justement, les voies aériennes respiratoire. Donc c'est un masque qui nous protège et bien sûr qui protège aussi parce que l'expiration elle est justement fermée. Alors c'est un masque qui est plus efficace effectivement que celui-là et plus sécuritaire, mais c'est un masque qui a en plus du filtre, il est très très étanche au niveau du visage. Et c'est pour ça qu'il est difficile à porter. Et qui dit, dans la population générale, un masque difficile à porter, on va le manipuler beaucoup plus souvent, on va encore faire des petites manipulations et on aura des fuites. Parce qu'en plus du filtre, qui est plus serré, entre guillemets, que celui-là, également, il est beaucoup plus ajusté et ça permet de diminuer les fuites. Donc celui-là, c'est vraiment pour le milieu médical qu'on fait des gestes spécifiques d'intubation, aspiration, qu'on a beaucoup plus des aérosols, des microparticules. Parce qu'en général, ce virus, la majoritaire en fait, de la transmission, ça se fait par les gouttelettes, par les grosses gouttelettes. Et c'est pour ça que le fait de garder 1 mètre de distance et que les gouttelettes tombent avant qu'elles arrivent vers la personne qui est à côté, en portant le masque correctement appliqué et surtout ne pas oublier de bien mettre le gel, toujours avoir du gel sur soi, on peut effectivement avoir une bonne protection. Et qui dit bonne protection de la population en général, on pourra donc du coup profiter quand même des événements différents, de faire repartir les entreprises et ne pas tout attendre de l'État. Aujourd'hui, au niveau médical, on entend donc dans les médias reporter, ça redémarre, les gens n'y croient pas. J'ai fait une petite enquête, il n'y a personne qui y croit. Alors je vais vous poser, vous êtes directement, ça redémarre vraiment ?
Alors ça redémarre vraiment, ça ne s'est jamais vraiment complètement arrêté on va dire, mais on note depuis plusieurs semaines une recrudescence du nombre de cas, de personnes qui vont relativement bien puisque les personnes contaminées sont plutôt des personnes jeunes, symptomatiques certes, mais pas de forme grave. Donc dans nos hôpitaux là actuellement on n'a aucun patient hospitalisé, ni dans les services de médecine, ni dans les services de réanimation. En revanche, nous, tous les jours, on a les remontées de cas positifs via les laboratoires de ville, de personnes symptomatiques qui vont se faire dépister, en plus du dépistage de masse sur la côte landaise. Donc voilà, on s'alerte, on reste très très alerte sur la recrudescence du nombre de cas, particulièrement là sur la dernière semaine où on voit 4, 5 cas à peu près tous les jours qui nous reviennent. Qu'on surveille de loin via une plateforme de suivi des patients ambulatoires. Voilà, on reste quand même sur nos gardes. C'est dans la majorité des cas des touristes, ça il faut quand même bien le souligner. Donc voilà, c'est important de respecter toujours les mesures barrières et la distanciation physique et de faire attention. Je vais vous poser une question très médicale parce qu'il y a quand même je sors du cadre et je vais très loin. Comment se fait-il que avec les moyens d'un virus mondial, avec les moyens qu'on ait aujourd'hui, tout le monde attend, mais bien entendu, comment on va le contrer, et il n'y a pas de solution aujourd'hui. C'est assez étonnant quand on voit les moyens qui sont mis en place aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi justement on ne trouve pas l'antidote à ce virus ? Il faut donner le temps aux scientifiques qui travaillent d'arrache-pied justement pour trouver des solutions. C'est-à-dire, moi je pense que ce virus il va continuer à circuler un peu comme la grippe à un moment donné, mais contre la grippe, on a le vaccin. Et c'est vrai que c'est important de l'utiliser. On le sous-utilise d'ailleurs ce moyen. Il faut laisser le temps. On ne peut pas aller dans la recherche beaucoup plus vite qu'on le fait actuellement. On aura des solutions. Donc il faut gagner du temps. Il faut que les hôpitaux qui sont déjà chargés en ce moment avec des patients, parce qu'on a une population dans les Landes plutôt âgée, avec beaucoup de maladies, donc ils sont hospitalisés. Il faut qu'on gagne du temps parce que les places sont très limitées à l'hôpital. Et régulièrement, on dépasse nos capacités et qu'on voit avec nos collègues de DACT aussi si on peut transférer des patients de Montmarsan et vice-versa. Donc il faut gagner du temps. Les choses sont en marche. On n'a pas pour l'instant un médicament qui est efficace pour des cas modéré, on va dire. On aura le vaccin, il y a plusieurs laboratoires dessus, mais il faut gagner du temps. Et ça, c'est la population qui, si elle nous suit et si elle suit bien les règles justement de distanciation, on pourra y arriver. On a besoin du temps. Alors, je vais revenir sur une remarque. Elle dit, c'est les touristes. Alors, est-ce que ça montre pas, volontairement je caricature pour pouvoir poser ma question, est-ce que ça montre pas justement l'ambiguïté qu'on a aujourd'hui entre l'économie, la santé, faire avancer il a fallu qu'il faut que les touristes viennent pour déclencher de l'économie, mais eux, ils sont en vacances. Mais après, les Landais valent pas mieux, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, quand ils vont se promener le dimanche et qu'on va sur Rossegor, les consignes, elles sont pas trop respectées. Donc, est-ce que ça montre pas cette ambiguïté entre le fait qu'on veut vivre, entre le fait qu'il faut faire marcher l'économie, entre le fait qu'il faut tenir la santé? Il n'y a pas une équation compliquée à résoudre, là? Il y a vraiment l'objectif de préserver la santé et d'accompagner l'économie. C'est vraiment deux objectifs qui vont ensemble. Moi, j'aurais dire un petit mot sur la notion de touriste. On est toujours le touriste de quelqu'un d'autre. Voilà. Les Landes ont cette chance d'être un département, un magnifique département qui est attractif. Beaucoup de gens viennent y passer leurs vacances. Mais je suis persuadée que tous les Landais ne passent pas leurs vacances dans les Landes. Ils sont à un moment ou un autre de l'année. Ils sont les touristes de quelqu'un d'autre. Et il faudra que nous soyons attentifs à la circulation du virus dans les départements, parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que certains Landais seront allés passer leurs vacances autre part, auront croisé d'autres populations, et peut-être, je n'en sais rien, on le verra dans les semaines qui viennent, peut-être ramèneront le virus. Je ne le souhaite pas. Mais ne stigmatisons pas les touristes. On est toujours le touriste de quelqu'un, et dans un département comme celui-ci, le tourisme fait vivre beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, il faut être prudent. L'idée, c'était de dire, c'est vrai que quand on part en vacances,
on est un peu plus relâché dans sa vigilance, dans le fait on sait bien que c'est le moment d'incivilité en dehors du Covid. On le voit, moi je vis sur la côte, on voit la saleté qui augmente parce qu'on jette ses papiers, parce que c'est pas chez soi. Donc est-ce que justement on se sent moins concerné par les gestes barrières? Est-ce que, voilà, c'était un peu dans cet esprit que c'est les vacances, on se relâche. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la police et la gendarmerie ont consigne de s'assurer que les gens, quelle que soit leur origine, respectent les gestes barrières. La police et la gendarmerie sont allés contrôler un certain nombre d'établissements, de cafés, de bars, de restaurants. On a fait des avertissements, j'ai signé des arrêtés de mise en demeure parce que dans certains endroits, les règles n'étaient clairement pas respectées. Et la question ne se pose pas de savoir qui fréquente ces endroits. Qu'ils soient landais ou pas landais, ce n'est pas le sujet. Les règles n'y sont pas respectées. La police et la gendarmerie font de la pédagogie dans les rues, lors des événements. Un certain nombre de maires, notamment sur le littoral, ont pris des arrêtés municipaux pour rendre le port du masque obligatoire dans certaines zones de leur commune, dans certaines rues où il y a une influence particulièrement importante. Les polices municipales, la gendarmerie sont présents sur ces lieux et rappellent à tout à chacun qu'il faut porter le masque à ces endroits-là. Ils le font de façon pédagogique la plupart du temps. Et la question ne se pose pas de savoir quelle est l'origine des personnes. Je veux dire, toute personne, qu'elle habite là ou qu'elle y séjourne temporairement, doit respecter les gestes barrières. Donc attention à stigmatiser parce que d'abord ça peut être faux et ensuite ça peut déresponsabiliser ceux qui considèrent que eux ne portent pas le virus parce qu'ils sont d'ici. Or non, vraiment ces dispositions doivent être respectées par tout le monde. Alors, on va finir en économie. Justement, là, pour vous, le regard sur l'avenir, parce qu'un chef d'entreprise, il regarde toujours l'avenir, il vient de prendre un grand coup de tangage. Comment vous sentez l'économie landaise et où on est? Parce que il y a la communication, beaucoup de gens n'osent pas aller ou ne savent pas vers qui se retourner quand ils sont en difficulté. Comment on peut, au niveau des chefs d'entreprise, leur dire que ils sont accompagnés, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'aide? Voilà. Quel est votre rôle? Comment vous pouvez être efficace? Très bien. D'abord, quand on parle de l'économie locale, c'est celle vraiment qui nous touche, mais vous avez bien compris qu'elle était liée à l'économie régionale, à l'économie nationale, à l'économie européenne et à l'économie mondiale, bien évidemment, quoi. Tout est imbriqué les uns et les autres, quoi. Lorsque j'interroge les chefs d'entreprise, si à l'origine un chef d'entreprise est une personne plutôt optimiste et qui porte sur lui, à travers lui du moins, toute une série de projets qu'il essaie de mettre en œuvre, quoi. Cette année, c'est une année de fatalité. Quand je parle donc avec l'ensemble des chefs d'entreprise, je dis, je ne sais pas demain. Vous voyez, par exemple, dans le tourisme, ils n'ont aucune vision du mois d'août, alors que d'habitude, tout est complet au mois d'août. Alors là, ils n'ont aucune visu. Vous voyez, je vois par exemple encore les campings, ils louent à la nuitée, ce qui n'est jamais arrivé depuis 35 ans. Vous voyez, donc, quel est l'avenir de l'économie au niveau national, au niveau départemental? Aujourd'hui, il est très difficile d'en tirer des conclusions. On le saura davantage cet hiver et au printemps prochain. C'est là où on le saura davantage. Quelle est l'action du MEDEF Land à travers ses adhérents? La première, c'est de demander aux chefs d'entreprise qui travaillent avec des fournisseurs et qui travaillent, peu importe, qu'ils soient locaux ou nationaux, mais qui travaillent avec des fournisseurs et des prestataires, de les payer rapidement. C'est extrêmement important. Si tout à l'heure, Madame la Préfète parlait donc du plan garanti par l'État, il n'empêche pas moins que la trésorerie d'une entreprise est capitale. Donc il faut qu'on se paie les uns et les autres rapidement. Il faut aussi, et c'est ce qu'on leur préconise, il faut que les sociétés essaient de travailler avec des locaux. N'allons pas chercher ailleurs la compétence que l'on a chez nous. C'est important, parce qu'à travers une entreprise qui travaille, on le disait tout à l'heure, il y a un aspect social derrière, il y a des pères et des mères de famille, il y a des enfants, donc il y a toute une communauté derrière qui travaille. Et ensuite, on est vigilant à travers les experts comptables, à travers les cabinets juridiques, pour qu'ils puissent nous alerter et qu'ils puissent aussi nous accompagner pour pouvoir renseigner le plus vite possible l'ensemble des chefs d'entreprise en difficulté. On s'est rapproché aussi du tribunal de commerce. Vous pouvez imaginer que cet hiver et au printemps prochain,
les tribunaux de commerce risquent d'avoir un peu plus de travail que l'accoutumée, quoi. Voilà. Et je sais qu'au mois de septembre, on va nommer chez nous une personne en charge spécialement d'écouter, ou en tout cas d'être extrêmement attentif aux sociétés en difficulté, quoi. Bon, voilà globalement ce que le MEDEF met en place. Mais, vous voyez, durant le Covid, enfin durant le confinement, et même après le confinement, on a créé une cellule de crise où on a des centaines de coups de téléphone par jour, par jour, ou par mois, peu importe, par semaine, que sais-je. En tout cas, on a des coups d'appel téléphoniques extrêmement importants sur lesquels les chefs d'entreprise sont en souffrance économiquement, sont en souffrance socialement. Donc, l'État les a aidés, le MEDEF essaie de les aider, mais c'est une chaîne comme ça qui doit se mettre en place et qui est en train de se mettre en place pour effectivement s'entraider. Je terminerai vraiment, désolé, pour dire que si l'on ne connaît pas l'avenir, il est néanmoins important d'y réfléchir. Et aujourd'hui, on parle de transition écologique, de transition numérique. Vous voyez, il y a 100 milliards que le gouvernement débloque pour les aides au développement numérique, pour les aides à l'innovation, pour l'investissement, vous voyez, donc pour la transition écologique. Donc il est important aussi que nous, petits, moyens, gros, peu importe le secteur d'activité, on réfléchisse à repenser complètement nos activités, quoi, et à la manière dont on travaille. Voilà. Je pense que le Covid cassera une époque. On va rebondir, puis on va finir, parce que je crois qu'on pourrait durer encore un grand moment, chacun dans votre domaine, à dire des choses. On va faire une conclusion pour chacun. Justement, le Covid, vous venez de le dire, va changer beaucoup de choses. Est-ce que pour vous, vous avez quand même un regard positif sur la suite, ou vous êtes inquiet? On va commencer par le côté santé, qui est en première ligne. Je te laisse peut-être la parole. Enfin, nous, c'est vrai que dans l'immédiat, on est plutôt inquiet de ce qui va pouvoir se passer dans les semaines à venir, compte tenu du fait que l'hôpital public est en souffrance, qu'on est en manque de lits, qu'on est en manque de personnel, qu'on est sur une période estivale actuellement avec des touristes malgré tout. Donc un bassin de population plus important qu'habituellement, et que dans ce contexte-là, on se retrouverait vraiment en difficulté si on devait revivre une épidémie comme on l'a vécu au mois de mars. Voilà. Nous, on est inquiets à court moyen terme. À long terme, malheureusement, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On espère que les choses évolueront de manière favorable, qu'on arrivera à trouver des thérapeutiques et un vaccin pour pouvoir au moins garantir l'immunité collective. Et voilà, on reviendra à des problématiques comme on connaît avec la grippe ou des virus voilà, connus, en tout cas. Donc, effectivement, comme je disais, la population dans les Landes, elle est assez âgée, et pendant toute cette période de confinement, il y a eu des prises en charge médicales pour d'autres pathologies qui ont été retardées. Et on le sent, en fait, dans les hôpitaux, au lieu d'avoir une baisse d'activité qu'on a habituellement, en tout cas à Mont-de-Marsan, pendant l'été, on ne voit pas cette baisse d'activité, ni dans les consultations urgentes, ni dans les hospitalisations, et les lits de médecine, parfois, les patients débordent sous les lits de chirurgie. Donc, et actuellement, on n'a pas des Covid dans les hôpitaux, chez nous. Donc, c'est important. Si en plus, d'ici 2 semaines, par exemple, on aura une grosse vague de Covid, c'est une supposition, on n'aura pas forcément les moyens de prendre en charge ces patients. On ne peut pas, encore une fois, retarder les pathologies chroniques de nos patients qu'on suit avant et les remettre de nouveau de côté. Donc c'est important que chacun soit responsable, chacun porte bien le masque correctement, chacun utilise bien les gels hydroalcooliques, qui fasse une distanciation sociale tout en pouvant profiter justement de l'été, de moments estivales. Et c'est ensemble qu'on réussira à passer autre. Mais effectivement, on est inquiet à moyen terme. Monsieur Lafont, vous dites que les chefs d'entreprise sont optimistes de nature. Est-ce que là, ils sont inquiets, mais est-ce qu'ils vont retrouver l'optimisme? On l'est de toute manière. On l'est. Vous savez, un chef d'entreprise, il est un optimiste, il pense à sa société, que ce soit du matin, du soir, de la nuit. Je ne connais pas, moi, un chef d'entreprise qui ne dort pas. Les projets se réalisent la nuit. Vous voyez, se rêve la nuit et essaie de se concrétiser en journée, quoi. Donc, nous sommes de nature optimiste, bien évidemment. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire, tiens, l'économie va repartir rapidement.
Madame la préfète le disait, l'État nous accompagne, nous a accompagnés. D'ailleurs, permettez-moi, j'ai quelques minutes, mais pour remercier aussi l'ensemble des services de l'État, la préfecture, la directe, la médecine du travail, les impôts, la Banque de France, tout le monde était là. D'autres, le Conseil général aussi était là. Les députés, on n'en parle pas, mais les députés étaient là, auprès des entreprises, et prendre la mesure aussi de l'impact social que ça va représenter sur notre département et sur le pays, quoi. J'ignore, quoi, en vrai, quoi. Il faut que je vous le dise franchement, j'ignore. Je souhaite de tout cœur que ça reprenne, je souhaite de tout cœur que l'on travaille. Ce qui est extrêmement important et ce qu'il faut retenir, je laisserai après la parole à Madame la préfète si elle le souhaite, mais c'est l'importance de ces gestes barrières. Il ne faut plus qu'on ait de confinement. Si l'on avait un confinement, ce serait la mort de nos sociétés. Ce serait la mort de nos territoires. Donc il ne faut plus de confinement. Ce serait une catastrophe économique et sociale. Et je pense même que ce serait des mutations de personnes que l'on aurait. Donc voilà, si j'avais un mot à dire, chers amis entrepreneurs, mais je le sais que vous le faites, mais vous tous qui nous écoutez, respectez ces gestes barrières le temps que le corps médical trouve un vaccin, quoi. Vous avez tout dit, mais justement, on sous-estime peut-être aussi votre rôle, mais dans le sens où vous n'avez peut-être pas le meilleur rôle, puisque vous devez gérer des informations, des ordres venant d'au-dessus. Vous avez des gens qui ont des exigences comme l'hôpital, comme les entreprises. Êtes-vous optimiste? Et puis, on en parlait avant de prendre l'antenne, vous êtes arrivé préfète des Landes et vous avez d'entrée commencé par Covid-19. Donc, vous avez quand même pas le rôle le plus facile aujourd'hui dans la situation. On va dire que ça a été une prise de fonction un peu atypique pour un préfet que d'arriver au moment où la pandémie a explosé et 15 jours avant le confinement général. Moi, je suis d'un naturel optimiste à titre personnel, mais en la matière, je crois que la question n'est pas de savoir si on est pessimiste ou optimiste. La question, c'est de réagir correctement face à la situation que traverse notre pays. Ce qu'a dit le président Lafont est extrêmement important. Il faut absolument éviter un reconfinement. Donc, il faut que tout soit mis en œuvre par tout le monde, par nos concitoyens, par nous-mêmes dans nos activités personnelles, dans nos activités professionnelles, pour freiner la circulation du virus. Donc ça, c'est la première chose. L'ARS y est extrêmement vigilant. Nous y sommes, nous aussi, moi, la préfète et tous les services de l'État qui sont sous mon autorité, extrêmement vigilants. Donc vraiment, c'est faire en sorte d'avoir les comportements responsables, adaptés à la situation pour freiner la circulation du virus et surtout éviter un reconfinement. Et par ailleurs, l'État sera encore et toujours en appui au secteur économique et en aide à toutes les personnes qui sont en situation de grande difficulté, parce qu'on sait que cette pandémie n'est pas terminée et on voit déjà ce que les premiers mois qui viennent de se passer avec le confinement et le déconfinement progressif peuvent avoir eu comme conséquence sur l'économie et sur la difficulté sociale d'un certain nombre de personnes. Donc vraiment notre objectif, c'est d'éviter qu'on revienne sur ce type de situation. Donc gestes barrières, port du masque, comportement responsable et accompagnement économique et social pour passer cette phase la plus difficile et engager une relance qui prenne en compte, comme vous l'avez dit, Président, la transition écologique, la transition numérique. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous voir, d'avoir pris du temps pour venir expliquer. Donc là, j'espère que vous avez bien compris que même si visuellement, on n'en a pas l'impression, il est toujours là. Les gestes barrières, c'est la seule protection qu'on a. Appliquez-les. Et puis, il ne faut pas qu'on reparte dans la situation qu'on a déjà vécue. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À très bientôt.